Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Vous savez, à l'émission, j'aime ça des fois avoir des sujets légers. Tu sais, mettons de temps en temps, je vais faire une dégustation de Cherry Blossom, une dégustation de mayonnaise. Il y a des jours où il faut des sujets légers et il y a des jours où il faut des sujets plus graves. Alors, vous le savez, très bientôt, ça va être le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Je le spécifie à chaque fois parce que des fois, il y a des gens qui disent la Journée internationale de la femme. C'est pas comme la journée des secrétaires. Vous offrez pas des fleurs aux femmes de votre vie le 8 mars. Le 8 mars, c'est une journée pour réfléchir aux droits des femmes. Et nous, on va le faire un petit peu à l'avance parce qu'aujourd'hui, à l'émission, on va parler d'avortement. Vous le savez, aux États-Unis, le droit à l'avortement est plus que menacé depuis qu'on a, enlevé l'amendement Roe versus Wade. On se pose évidemment la question, à quoi ça ressemble ici au Québec? Est-ce qu'il y a un problème d'accessibilité? Puis comment ça se passe dans les cliniques où on pratique l'avortement au Québec? Et on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, Cybèle, j'aimerais ça, moi, entendre les auditeurs, les auditrices sur le sujet de l'avortement. Oui, bien, tu as dit, c'est un sujet grave, des fois. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi, des fois, des portions moins graves de ça. Puis c'est peut-être là aussi le but du documentaire, d'entendre que c'est quelque chose qui est normal, qui peut se faire, qui est accessible, puis parler de la chance qu'on a de le faire aussi. Donc, que vous ayez une histoire qui est peut-être touchante, même peut-être traumatisante pour vous, ou une histoire pour nous dire, hey, des fois ça se fait, puis ça se fait bien, puis on est accompagné, puis ça s'est bien passé, et c'est vraiment juste tout. C'est ça aussi qui est important d'entendre. Donc, si vous voulez partager des témoignages avec nous, si vous voulez nous raconter l'histoire qui vous est arrivée peut-être à une amie, à une blonde, à une mère même, écrivez-moi, ou même encore mieux, appelez-nous si vous voulez parler directement à Sophie et raconter votre histoire. Je vous le répète, c'est le 1-877-827-2346. Donc, on va être là pendant les 20 prochaines minutes pour prendre vos appels et vos textos. Et je me permets de rajouter, Cybèle, on veut vous entendre si vous êtes une femme et aussi si vous êtes un homme. Parce que dans ce documentaire très, très bien fait dont on va parler dans quelques instants, qui s'appelle « Libre de choisir », on donne aussi la parole à un homme qui est avec nous et qui témoigne là-dedans parce qu'il y a quelques années de ça, sa conjointe s'est fait avorter. Donc, il s'appelle Patrick Marcelet. Vous le connaissez bien sûr comme animateur et toutes sortes d'autres chapeaux. Patrick, merci beaucoup d'être là en personne. Est-ce que je me trompe ou juste même le fait d'en parler, ça te met, ça t'humidifie les yeux? Ah oui, c'est clair. Oui. Je disais justement à Julie et à Élise tout à l'heure que je l'ai fait ce matin, puis à la radio aussi, puis effectivement, juste de l'évoquer encore, de me souvenir. De me souvenir de me souvenir de Zoé, de me souvenir de la maman, c'est surtout ça, tu sais, qui de son état, de comment elle se sentait, de me souvenir de la décision qu'on avait prise ensemble, puis qui est déchirante, qu'on le veuille ou non, là, tu sais. Juste ça, juste de se replonger là-dedans, ça, ouais, c'est sûr que ça m'émeut à chaque fois, ben oui, c'est clair. Ben, je l'apprécie d'autant plus que tu sois là aujourd'hui parce que j'ai vu le documentaire, j'ai été très touchée par ton témoignage et je trouvais ça important parce que évidemment quand on parle d'avortement, ben on parle d'un bébé ou d'une grossesse à tout le moins et ben ça prend un papa puis une maman pour faire un bébé. Donc, c'est important aussi d'avoir la voix des hommes. Donc, merci beaucoup d'être là et d'être là surtout en studio. Mais évidemment, il y a les deux réalisatrices du film, Julie Boisvert et Élise Ecker-Lambert. Donc, Julie, vous êtes à ma gauche. Élise, vous êtes à ma droite. Alors, je veux dire le titre exact de votre film, ben, c'est important. Ça s'intitule « Libre de choisir » aux premières lignes de l'avortement. Donc, plusieurs informations d'abord. Ça va être projeté en grande première ce soir à la Cinémathèque québécoise. Ensuite, ça va être en salle dès le 7 mars. Vous allez pouvoir le voir à la Cinémathèque québécoise. Il est diffusé aussi ce soir sur ICRDI, ici tout.tv et le samedi 8 mars, donc la fameuse Journée internationale des droits des femmes, sur ici Radio-Canada Télé. Bon, ça, c'est toute la cuisine. Maintenant, je veux commencer en vous disant, est-ce que vous avez fait ce film-là
où on rentre dans des cliniques d'avortement parce que vous étiez inquiète pour l'avenir de l'avortement au Québec? Ben, inquiète. Enfin, on était préoccupés. Ouais. Et je pense que maintenant, on est devenu un peu inquiète. Dans le sens que ce documentaire-là, cette idée-là, elle a germé il y a quand même 3 ans, même presque 4 ans. C'était avant le renversement. Exactement. Ouais. Parce que on remarquait, on suivait un petit peu ce qui se passait. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je voyais que, tu sais, quand l'arrêt est arrivé, en tout cas, ça faisait quand même quelques mois qu'on en parlait puis qu'on sentait que ça allait bouger. Je regardais aussi ce qui se passait ailleurs au Canada, au Nouveau-Brunswick notamment aussi, ça m'inquiétait. Les différents accès aussi en région au Québec, je trouvais que c'était pas nécessairement bien couvert partout. Donc, tout ça et aussi nos histoires personnelles. En fait, quand Élise et moi, on s'est rencontrés, donc on avait ces histoires-là qui nous appartenaient également. Et on s'est rendu compte que, tu sais, sur le plan politique, sur le plan législatif, on en parle de l'avortement. Hein? 9 Québécois sur 10 sont en faveur de l'avortement et tout ça. Mais on s'est rendu compte que, sur le plan personnel, on parlait peu de nos histoires. Et avec ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe aux États-Unis, en fait, je pense que autant on était préoccupés, en tout cas, moi, j'étais préoccupée, et là, je suis inquiète parce que maintenant, on est tellement étonnés avec différentes choses qui se passent, des bouleversements, que chaque jour amène son lot de surprises en venant du sud de la frontière. Ouais. Élise, Julie vient de le dire, ça part de vos histoires personnelles. Donc, dans quelle mesure je peux aller là? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de vous poser la question à toutes les deux? Oui. Est-ce que vous êtes toutes les deux, vous avez à un moment donné eu recours à l'avortement? Oui, moi, j'ai eu recours à l'avortement en 2019. C'était avec mon conjoint. On était dans une relation stable. Ça allait bien. C'est juste que c'était pas le bon moment. Puis, moi, je me rappelle à l'époque que il y avait certainement peut-être pas une culpabilité, mais un sentiment de ne pas en parler, donc d'isolement. Mm-hmm. Puis, en fait, je me suis dit, quand on en a parlé, Julie et moi, je me suis dit, c'est peut-être l'isolement un peu aussi, le fait qu'on n'est pas capable d'en parler, qui fait que ça va un peu menacer un peu ce droit-là. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est pas un tabou. Puis je veux dire, chaque histoire est personnelle. On n'est pas obligé d'en parler non plus. Ça peut être quelque chose d'assez intime. On n'est pas obligé là. d'en parler et on n'est pas obligé de dire pourquoi on l'a fait. Non, c'est ça. Ça nous appartient après. C'est ça. Puis je pense que chaque raison est la bonne. Là. Les femmes savent ce qu'elles font quand elles vont là. La décision est prise. Donc, je pense que ça, c'est une des choses souvent qu'on s'est rendu compte dans le documentaire. Il n'y a pas un profil d'une femme ou une raison plus qu'une autre. C'est vraiment chaque décision est la bonne. D'accord. Alors, moi, c'est juste arrivé comme ça, mais je me suis jamais fait avorter. Mais je remarque quelque chose, par contre, avec mes amis de filles, c'est, on en parle très peu. C'est fou quand même. On se dit, on est en 2025. C'est pas, tu sais, tu vas un 5 à 7 en train de prendre un martini. Ah oui, moi, quand je me suis fait avorter, c'est vraiment quelque chose dont on parle peu, malgré tout. C'est pour ça que votre documentaire est intéressant, parce qu'il y a plusieurs femmes qui témoignent à visage découvert, entre autres l'ancienne syndicaliste qu'on connaît bien, Monique Simard, et plein d'autres femmes, des plus jeunes. Donc, on va écouter un extrait de ce documentaire extrêmement important qui s'intitule « Libre de choisir aux premières lignes de l'avortement ». On n'a jamais vraiment demandé de le raconter. Puis j'ai pas pensé que c'était nécessaire. Mais là, je pense que c'est important que le plus de femmes possible prennent la parole. J'avais 19 ans, on était en 69. Ouf, c'est bizarre, hein, d'en parler plus librement comme ça. Tu te couches sur le dos, tu t'écartes les pattes sur l'étrier. Fait que t'es comme couché, puis tu dis, là, il joue de la petite musique. Fait que là, tu dis, je me dis, concentre-toi juste sur... Puis je pleurais, tu sais. Alors, la femme qu'on vient d'entendre, c'est Zoé Latraverse, qui est une amie à moi que je salue. Bonjour Zoé, qui témoigne. Et le conjoint, à l'époque, de Zoé, c'était toi, Patrick. Et je m'excuse, j'ai l'impression de prendre un couteau puis de te le planter dans le cœur parce que ça vient encore te chercher. Donc, parle-nous à cœur ouvert. Qu'est-ce qui vient te chercher à ce point-là, Patrick? Il y a tellement de choses qui viennent me chercher. Tu sais, moi, à l'époque, quand Zoé, quand on a décidé qu'on n'allait pas avoir cet enfant-là, on venait de se rencontrer, Zoé et moi. Ça faisait pas très longtemps. Sauf que moi, ça faisait longtemps que je voulais avoir un enfant. Très, très, très longtemps. J'avais 32 ans à l'époque. Je me disais, tu sais, puis tu commences à regarder ça, puis tu dis, OK, t'es un peu là.
quand Zoé m'a dit, OK, ben je suis enceinte, je me dis, c'est peut-être la dernière chance. Tu le sais pas à ce moment-là, tu sais. Et donc, Zoé était pas prête. Puis moi, je l'étais, Zoé l'était pas. Puis c'est correct comme ça, tu sais. Fait qu'on a pris la décision parce que, puis je l'ai dit, je l'ai dit, tu sais, je veux dire, si la maman est pas prête à avoir un enfant, tu sais, le gars a beau l'être, ça part mal pareil sur un moyen temps, tu sais. Oui. Alors donc, on a beau dire que c'est une décision de groupe, moi je pense que c'est d'abord et avant tout aussi la décision finale revient à ta blonde, à ta femme, tu sais. Et donc voilà, fait que c'est sûr que je me souviens que à ce moment-là, je m'étais dit, ben, coudonc, ça sera peut-être la chance que j'aurai jamais au bout du compte. Fait que c'est pour ça que ça m'avait beaucoup fait de quoi à ce moment-là. Ça me fait encore de quoi. Puis ça me fait encore de quoi parce que, au bout du compte, si on l'avait pas fait, ben, j'aurais pas ce beau grand garçon aujourd'hui qui a 24 ans puis qui s'appelle Noah, qui est arrivé finalement quelques mois plus tard parce que ce qu'on avait pris comme entente, Zoé et moi, cela étant dit, c'était, ben, écoute, parfait, on le fait. Si jamais, d'ici quelques mois, ça recommençait, si jamais tu retombais enceinte, est-ce qu'on peut penser le garder? Puis à ce moment-là, on avait dit, ben oui, on ira de l'avant à ce moment-là. Ce qui est arrivé au bout du compte. T'sais. Puis ça vient me chercher aussi parce que, puis là, je ne veux pas prendre trop de temps, mais puis c'est pour ça aussi quand Zoé m'a appelé pour me dire, ça te tente-tu de venir le faire avec moi, que j'ai accepté parce que je sais pas comment c'est aujourd'hui pour les hommes qui ont 25, 30 ans, mais moi, dans mon temps, j'entendais des témoignages d'horreur, des amis de ma blonde qui étaient pas appuyés par leur chum, qui étaient pas appuyés par... Écoute, j'ai même entendu là, une amie de Zoé dont le chum, quelques heures après l'avortement, a exigé d'avoir une relation sexuelle. Arc! J'ai entendu des témoignages comme ceux-là, puis j'ai juste eu envie de dire, « Hey, les boys, c'est important important d'appuyer notre blonde. Puis, ben voilà. Fait que c'est pour ça que tout ça, ça me replonge dans ces moments-là qui n'étaient pas évidents. Mais je trouve ça important que tu sois là. Merci, Maximile, pour les verres d'eau. Je trouvais ça important que tu sois là. Il y a peut-être des gens qui sont en train de nous écouter en disant, coudonc, on fait une émission sur l'avortement puis on entend juste un gars parler. Mais oui, parce que ce dialogue-là est important. Et ce que Patrick vient d'envoyer comme message, parce qu'il l'envoie aussi comme message dans le film, tu dis dans le film, il y a tellement de gars qui minimisent ça, qui se conduisent en trou de cul. Ça me rend émotif. Donc, vous, la décision, Élise et Julie, quand vous avez décidé de donner, entre autres, la parole à Patrick, mais il n'y a pas que ça, évidemment, dans le film. Est-ce que vous vous êtes dit, il y a peut-être des gens qui vont nous le reprocher, des féministes qui vont nous dire, pourquoi vous laissez parler un gars? Bien, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a cherché plusieurs hommes dans les témoignages, puis peu d'hommes ont voulu prendre parole. Oui. Il y en a beaucoup, je pense, qui avaient ce sentiment d'imposteur, de sentir qu'ils n'avaient pas leur place. C'est vraiment leur décision à eux aussi là, de participer ou pas. Mais je pense qu'une participation comme Patrick, c'est important, puis ça envoie un message. Et moi, en tout cas, moi, je suis contente de cette décision-là parce que dans nos entrevues, quand on parle avec des journalistes hommes, après, il y a tout le temps comme un petit... quand le micro est fermé, là, il y a un homme qui dit « Hey, moi, ça m'a vraiment touché, c'est arrivé à ma blonde. » Donc, honnêtement, ça vient chercher des hommes, puis je pense que l'important, c'est que, oui, ce soit la décision de la femme, comme Patrick, tu le dis, mais essentiellement aussi, je pense que c'est bien après ça d'être là, d'être une présence, puis de soutenir. Fait que ça, je trouve que tu le livrais très, très bien dans le film. Absolument. Cybèle, il y a du côté des auditeurs, des auditrices, il y a des témoignages. C'est plus par rapport à une histoire de jeunes dans début vingtaine, parce que on dit que, bon, tu sais, des fois, les hommes plus vieux ou quand ils voulaient avoir des enfants, puis on se dit, tu sais, on avait peur un petit peu de comment ça pouvait se passer dans le temps, puis comment c'est maintenant, puis l'accompagnement. Ben là, c'est l'histoire de jeunes dont le chum, c'est de début vingtaine, qui a accompagné sa jeune copine qui est allée se faire avorter et qui a insisté pour être là et qui voulait être là, puis que tout s'est vraiment bien passé, qui a tenu à l'accompagner. Fait que tu sais, il y a comme une espèce des fois de décalage d'âge, ou peut-être qu'on je sais pas à quel point on s'adresse directement à eux, on a tendance à critiquer, mais les jeunes en parlent ouvertement, et ça c'est une preuve de ça. Et donc le jeune était là, puis il a accompagné sa blonde, puis tout s'est bien passé, puis il tenait à être là. Donc les jeunes aussi sont sensibilisés à ça beaucoup. Absolument. Alors moi, j'avoue que dans le documentaire, vous allez donc dans différentes cliniques. Il y en a une à Gatineau, il y en a une à Montréal. Et les médecins qui font cette procédure, parce que oui, c'est un soin. C'est un soin de santé. L'avortement, c'est important de le mentionner parce qu'il y a des médecins qui utilisent cette terminologie-là. À un moment donné, je trouvais ça important de reprendre cette terminologie-là. Il y a l'infirmière qui accueille dans la douceur, dans la bienveillance. Il y a le médecin qui parle de façon intelligente à la femme qui va se faire avorter, avec douceur,
avec bienveillance. Mon Dieu, moi, je sentais comme l'esprit du docteur Henri Morgenthaler qui était là, qui veillait sur tout ce beau monde-là. C'était important pour vous de montrer le côté lumineux de l'avortement? Ouais, vraiment. Parce que c'est souvent les groupes anti-avortement, ils utilisent beaucoup un vocabulaire et enfin, ils mettent de l'accent sur la dangerosité aussi de l'acte, de l'intervention, beaucoup dans leur discours. Ils parlent beaucoup de cet aspect-là lugubre, tu sais, des fois, ils mettent des images de fœtus et tout ça. Donc, tu sais, dans leur discours, ils vont capitaliser beaucoup sur la peur. Et nous, on voulait justement, au contraire, montrer à quel point non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe, et c'est ce qu'on a ressenti autant dans les moments d'observation, parce qu'on a observé longtemps avant d'amener une caméra, que dans les tournages. Il y avait vraiment ce professionnalisme-là. C'était incroyable au niveau de les cliniques sont c'est propre. C'est de l'équipement de pointe. C'est vraiment, là, il peut rien arriver de... Non, exactement. Tu sais, donc, cette douceur-là, effectivement, ce côté lumineux, le temps qu'elle prenait, et en plus, elle se sent, ce qu'elle disait, les professionnels disaient, on se sent tellement, en fait, il y a énormément utile, il y a énormément de gratification à faire ce travail-là, parce que les femmes nous remercient tellement, beaucoup plus que n'importe quel autre soin. Donc, fait que non, c'était tellement agréable d'être dans entre ces murs-là tout le long du tournage. Puis pour nous, c'est important parce que c'est pas ce qui est véhiculé de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'on voulait un peu, en quelque part, montrer que, luttons contre la désinformation, en quelque part. Absolument. Alors, parlant de désinformation, vous avez donné à quelqu'un, à une femme, une caméra cachée. Et elle est allée donc rencontrer, c'est parce qu'il y a beaucoup d'endroits, en fait, il y a seulement 3 endroits au Québec où on donne vraiment des centres d'information sur la grossesse. Si ce n'est pas un de ces 3 centres-là, ce sont des centres qui se font passer pour des centres d'aide à la grossesse, mais en fait, c'est un lobby anti-avortement. Donc, vous avez donné une caméra cachée à une femme qui va dans un de ces centres de lobby. Et qu'est-ce que vous avez découvert, Élise? En fait, ces centres-là, en fait, c'est des organismes là, de référence. Donc, si on a une grossesse imprévue, on appelle, on est ambivalente sur notre choix, on cherche des références. Au téléphone, en premier, ils vont nous donner quelques informations, mais la plupart du temps, ces organismes-là vont nous inviter à aller les rencontrer en personne. Fait que ça se fait en rencontre, un peu comme consultation. Et finalement, dans cette séquence-là en caméra cachée, on peut voir, il y a beaucoup de désinformation, comme disait Julie, médicale. Là, c'est pas, là, ils disent que c'est pas jojo et tout ça. L'avortement est une chirurgie, ce n'est pas une chirurgie, c'est une intervention mineure de 10 minutes. Il y a beaucoup de désinformation aussi autour de l'argent. Le gouvernement va te donner énormément d'argent, tu vas avoir des subventions. Je pensais faire de l'argent avec mon enfant. Ça, c'est quand même troublant. Puis, en fin de parcours, là, dans la fin de la rencontre, il y a le petit fœtus, le modèle de fœtus qu'elle montre au nombre de semaines qu'elle est rendue. Et là, elle invite à toucher et tout. Fait qu'on humanise beaucoup aussi le fœtus dans ces endroits-là. On va parler du bébé. Donc, c'est pas nécessairement... c'est ça. Ces centres-là, en fait, on a quand même une réserve sur ces endroits-là parce qu'il y a énormément de désinformation. Les 3 centres qui sont pro-choix, qui vont vraiment donner toutes les options possibles, je me permets quand même de les nommer, c'est SOS Grossesse Québec, SOS Grossesse Estrie et Grossesse Secours à Montréal. C'est important. Oui, c'est important de les nommer pour que les gens se reconnaissent. Il faut se parler du fait que, au Québec, ça fonctionne plus ou moins bien. Quand même, il y a de l'accès. Il y a un des médecins qui est interviewé quand même qui dit il n'y a pas suffisamment de points de service. Il y a certaines régions au Québec où il y a un seul point de service. Donc, c'est pas parfait, mais au moins, c'est censé fonctionner comme il faut. Dès qu'on sort du Québec, il y a comme une espèce de désert médical. Et ça fait des années qu'on le dit. Ça fait des années que moi, comme féministe, je déplore ça. Le fait qu'au Canada, on est censé avoir accès à l'avortement libre et gratuit, mais en particulier dans les provinces maritimes, c'est excessivement difficile. Et là, vous êtes allé tourner au Nouveau-Brunswick et il se trouve que vous tournez au moment où la clinique ferme ses portes. Donc, c'est pas loin, le Nouveau-Brunswick, là, c'est la porte à côté. Donc, en fait, on pense qu'au Canada, on a le droit à l'avortement, mais si les cliniques ferment, on l'a pas, le droit. C'est ça. C'est facile de dire, oui, OK, on a le droit sur le plan légal, mais en même temps, si on n'a pas d'endroit pour se faire avorter, ça règle pas le problème, là. Donc, effectivement, puis au Nouveau-Brunswick,
c'était vraiment très triste cette journée-là parce que ce docteur-là, qui est Dr Edgar, s'est battu pendant des années. Il a repris la clinique Morgenthaler qu'il y avait avant, que le Dr Morgenthaler avait ouvert dans les années 90. Et en fait, c'est la seule clinique au Nouveau-Brunswick parce qu'il y a 2 hôpitaux, il y en a qui opèrent, en fait, qui offrent l'intervention pour l'avortement, sauf que la situation, c'est que le gouvernement, jusqu'à tout récemment, parce qu'il y a des élections au mois de novembre. Au mois de novembre, et c'est une femme qui est maintenant première ministre au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si ça influence ou pas, mais en tout cas, ça a changé la loi. Ça a changé la loi, c'est ça. Donc, en fait, c'est que jusqu'à novembre dernier, le gouvernement ne remboursait pas les avortements qui étaient faits hors hôpitaux. Ceci dit, c'est quand même grand, le Nouveau-Brunswick. Moncton, c'était Bathurst, c'est ça, Bathurst, c'est Moncton. Et Fredericton, qui est quand même la capitale, il n'y avait rien. Alors, il y avait ces cliniques-là, sauf que, justement, comme le gouvernement ne remboursait pas, mais ça coûtait 800 000 pour les femmes qui venaient avorter. Et ce que le docteur faisait, il puisait à même son fonds pour payer pour ces femmes-là, parce que je peux pas les renvoyer. Voyons donc, je vais les accueillir. Sauf qu'à un moment donné, après une couple d'années, c'était plus viable, là. Donc, il était obligé de fermer. Et ça, on était là la journée où c'est arrivé. Fait que c'était vraiment triste. Et ce docteur-là avait pratiqué en Colombie-Britannique, en Alberta, et dans toutes les cliniques dans lesquelles il avait pratiqué, les cliniques ont fermé par la suite. Fermé. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a donc ce médecin-là qui est un homme qui pratique des avortements. On vient d'évoquer Henry Morgenthaler. C'est lui qui a fait changer la loi. Hein. C'est lui qui est même allé en prison, Henry Morgenthaler. Et c'est grâce à lui qu'en fait, en 1988, au Canada, on a décriminalisé l'avortement. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que moi, je trouve que c'est important quand on parle d'avortement puis quand on parle de féminisme, de parler des hommes qui sont des alliés et qui ont aidé la cause à différents moments. C'est pour ça que je me tourne vers toi aussi, Patrick, parce que si tu pouvais parler aujourd'hui à un jeune, mettons, tu nous as dit que ton fils, Noah, il a 24 ans. Ouais. Bon, mettons quelqu'un de la génération, parce que je veux pas que tu t'adresses directement à ton fils, mais si tu pouvais parler à un gars de 18, 19 ans qui commence sa vie sexuelle, quel conseil tu lui donnerais pour accompagner les blondes, accompagner les femmes dans ce combat-là qui est pas terminé, qui est pas gagné nécessairement. Non, c'est probablement le premier conseil que je donnerais. Je réponds pas vraiment à ta question, mais c'est quand même le premier conseil que je donnerais, c'est celui d'être prudent. C'est-à-dire que, tu l'as dit, c'est en 1988 qu'on a décriminalisé la chose. Ça fait pas 252 ans, là. C'est hier. Et pourtant, même si c'est hier, on parle déjà de recommencer à recriminaliser la chose. Tu sais, je veux dire, c'est dans le discours de certains conservateurs qui sont pro-vie, etc., etc. Donc, l'histoire va vite. L'histoire va très, très vite. C'est ce qu'on nous enseigne, ce que ça nous enseigne. Donc, ça serait peut-être la première chose que je dirais à un jeune de 24 ans, d'être prudent aussi, puis de pas prendre pour acquis certaines choses. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose que j'aurais envie de dire, c'est douceur, empathie, compréhension. C'est que ça. Support. C'est que ça. On est là pour prendre la main, accompagner. Puis c'est drôle parce que je sais pas comment ça fonctionne maintenant. Puis une autre des choses qui me met les yeux dans l'eau quand j'entends Zoé parler, c'est que j'étais pas là lorsque j'étais dans la salle d'attente. Je sais pas comment ça fonctionne maintenant. Je sais pas si les hommes peuvent être là ou pas. J'ai aucune idée. Mais d'entendre Zoé parler, puis se dire qu'elle s'est mis les 2 pieds dans les étriers, puis qu'elle s'est mis à pleurer. J'étais pas là pour vivre ça avec elle. J'étais pas là pour lui serrer la main. Puis juste ça, on dirait que ça vient me chercher profondément. Fait que ce qu'on peut faire, du moins, c'est d'être là quand on peut le faire. Fait que manquez pas votre chance, manquez pas votre tour, soyez là avec empathie. Dit. Mais en même temps, je trouve que le plus bel hommage, puis tu sais, on se connaît dans la vie de tous les jours, Patrick, c'est pour ça que j'étais très touchée puis je connais Zoé aussi, mais tu sais, le fait que toutes ces années plus tard, que Zoé, quand elle est contactée pour participer à un documentaire, qu'elle dise, je vais demander à Patrick. Oui. Tu sais, que toutes ces années plus tard, qu'elle veuille que vous partagiez et que vous communiquiez ça ensemble, ça, je trouve que c'est vraiment le plus beau témoignage qu'il peut y avoir de l'importance, justement, d'impliquer les gars dans nos combats, dans nos batailles. Mesdames, bravo. C'est vraiment un documentaire extrêmement important. Moi, c'était la première fois que je voyais vraiment qu'on rentre dans une clinique et qu'on voit ce qui m'a frappé, c'est cette douceur qui émane de tout ça. Puis il y a des femmes qui trouvent ça plus difficile. Il y en a qui se mettent à pleurer, qui se sentent coupables. Mais l'accompagnement de toutes ces femmes, c'est vraiment c'est une belle histoire, un beau documentaire, mais qui doit quand même aussi nous inquiéter avec la suite. Je rappelle que ça s'intitule
Libre de choisir. C'est diffusé donc à partir d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir aussi à la Cinémathèque. Merci, Julie Boisvert. Ça me fait plaisir. Merci, Élise Ecker-Lambert, Merci beaucoup. les deux réalisatrices. Merci, Patrick Marcelin, qui officie quand même à une autre radio, mais qui est venu nous parler ici. Merci d'avoir J'ai eu l'autorisation. sauté les lignes de la compétition. Et soyons vigilants. Le droit à l'avortement, c'est un droit qui est important. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Bon, on parle beaucoup ces temps-ci, évidemment, de l'importance de la culture québécoise, de la crise surtout que traverse la culture québécoise. Ben justement, il y avait un maudit beau projet, ça s'intitule Musi Québec, en fait MUSIQC, et puis .ca. Ben là, on apprend que finalement, le ministre Lacombe, là, je sais pas, il niaise, il taponne, il tatouine. C'est peut-être pour ça que le député Pascal Bérubé a déposé ce matin une motion à l'Assemblée nationale pour saluer cette initiative de la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec. On ne sait pas, on va y demander. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour, Sophie. Alors, parlez-moi d'abord de musiqc.ca. L'avez-vous essayé, vous? Aimez-vous ça? Est-ce que vos musiques préférées se retrouvent là-dessus? Ben, l'idée, c'est d'en trouver de nouvelles. C'est la découvrabilité. C'est un concept dont on entend souvent parler là, plus récemment. Donc, trouver des nouveautés de la chanson québécoise. C'est une plateforme, une vitrine où se retrouvent des listes de lecture, un peu comme on peut retrouver sur Spotify, mais sur d'autres plateformes également. On nous propose ces listes. Par exemple, un artiste nous propose ses chansons préférées, récentes de la musique québécoise, et puis on peut aller les voir puis avoir envie de les acheter par après. Alors, on propose, ça nous permet de découvrir la relève. C'est déjà développé, c'est très beau. Hein? C'est une application qui est magnifique. Il y a beaucoup de matériel, il y a déjà 10 000 abonnés dessus. Ce qui coûte le plus cher, c'est de développer au début de la plateforme, puis après, bien évidemment, il faut l'entretenir, il y a des frais. Donc, il y a 100 000 $ qui étaient placés au calque. Puis pour le reste, ben, il y a du financement qui est requis pour les prochaines années. Alors, ils ont lancé ce projet-là, même qu'ils vont le lancer en France aussi. Ils s'attendaient à ce que, compte tenu qu'on coche à peu près toutes les cases de ce que le ministre dit publiquement, qu'il y allait avoir du financement. Il semble que non. Je suis déçu parce que le ministère finance toutes sortes d'initiatives que je salue, entre autres une émission à Télé-Québec qui est là depuis peu sur le français. Je trouve que l'enjeu principal, lorsqu'on a 5% seulement de la musique écoutée en musique continue qui est de la musique québécoise, ben il faut augmenter puis que ça passe par, à tout le moins, proposer de la musique de chez nous. Donc, en fait, c'est un petit peu pour ça que ce matin, vous avez déposé cette motion. Je vais pas la lire au complet, mais bon, ça commence en disant vous souhaitiez que l'Assemblée nationale salue cette initiative-là de la Société professionnelle des auteurs en faveur de la découvrabilité, qu'elle reconnaisse que cette plateforme-là participe à l'effort collectif, mais aussi vous rappeliez certaines déclarations du ministre Lacombe sur l'aspect de découvrir, d'autant plus qu'il y a pas longtemps, il était en France pour parler de ça. Comment ça a été accueilli par M. Lacombe, votre motion ce matin? Ben, son gouvernement a dit non, donc refus d'en débattre, donc ça veut dire non à notre motion. Pourtant, on l'a placé au plan positif. Moi, ma position quant au ministre de la Culture, c'est de faire en sorte qu'il devienne un ministre important au sein de son gouvernement et qu'on l'appuie de toutes nos forces pour qu'il aille chercher du financement, de l'influence. C'est comme ça que j'opère avec ce ministre, que j'aime bien là, au demeurant. C'est quelqu'un de très sympathique, de très ouvert, mais je veux l'aider à être encore plus fort dans son gouvernement. C'est pas encore le cas. Il y a des enjeux sur lesquels il est intervenu que j'ai salués, des choses intéressantes. Par exemple, on avait travaillé sur le dossier du transfert de l'École nationale de l'humour dans le quartier latin. C'est un beau projet, ça a été fait. Il a trouvé des fonds. Mais là, sur le français, je trouve que ça, c'est pas très cher payé pour ce que ça représente concrètement. C'est vraiment du concret. Cette semaine, on siège sur un projet de loi sur l'intégration nationale. Des grands mots, mais finalement, il n'y a rien de concret. Donc là, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à explorer puis à financer. Et moi, je ne trouverais pas que ce serait une dépense inutile si le gouvernement du Québec changeait d'idée puis décidait, plus que d'accompagner, de financer cette belle infrastructure. Et je rappelle
que Québécois a été pionnière avec Zik.ca il y a quelques années. Je me rappelle. Qu'elle a payé jusqu'en 2015, qu'elle a payé uniquement avec ses fonds, comme elle le fait avec Éléphant d'ailleurs dans le cinéma. Mm-hmm. Mais c'est lourd pour bravo pour l'initiative, c'est la seule entreprise qui l'a fait. Ça coûte cher à développer. Je pense que l'État peut prendre le relais et aider aussi. Je vais vous poser une question piège. Je mets mes cartes sur table. Il y a un avertissement quand même. Oui, c'est ça. Il y a un traumavertissement avant ma question. Voilà. Est-ce que pour la CAQ, la culture est une priorité? Tout est prioritaire et tout est historique quand on les entend. Idéalement, ça prend un tiers indépendant pour juger de ça. Je sais pas, mais je veux dire, sur la francisation, par exemple, il n'y a rien de plus concret pour des nouveaux arrivants. On coupe là-dedans, donc il semble que c'est assez concret. Le cégep en français pour les enfants de la loi 101. Ils veulent rien savoir. Ils veulent pas aller là non plus. Non, je sais. Ils vont saluer quelqu'un comme Guy Rocher en disant c'est un homme exceptionnel, mais ils n'appliquent aucune des mesures qu'il nous propose. Alors, je pense que c'est je l'ai déjà dit, mais j'aime la formule, c'est un nationalisme homéopathique. À petite dose, une goutte à la fois. C'est très dilué. Ils en mettent pas trop. Mais en même temps, il y a des gens, c'est ça, qui se sont plaints au cours des dernières semaines. Ils avaient cette initiative où le premier jour du mois, l'entrée était gratuite dans les musées pour les citoyens québécois. Ils ont mis la hache là-dedans, alors que c'est quand même une mesure qui coûtait pas énormément d'argent, puis il y a plein de familles qui profitaient du premier dimanche du mois pour aller au musée. Il y a tout le milieu culturel qui crie famine, qui arrête pas de demander une augmentation des dépenses de ce côté-là, et la réponse du ministre Lacombe est un peu toujours la même, c'est de dire, regardez, notre budget est déjà conséquent et on l'a déjà augmenté. Et quand on regarde les chiffres, c'est pas faux, Monsieur Bérubé. Ils ont en effet augmenté le budget alloué à la culture. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est parce que la CAQ croit pas à la culture, ou c'est simplement parce qu'il y a une capacité de payer aussi de la part des Québécois? On peut pas financer tout le monde tout le temps. C'est vrai. Je pense que l'enjeu, c'est beaucoup que l'argent se rende directement aux créateurs avec le moins d'intermédiaires possible. Moi, je pense que c'est un des enjeux. Le vice-président de l'Union des artistes, Pierre-Luc Briand, était aussi aujourd'hui. On a échangé là-dessus à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est ça pour beaucoup l'enjeu, qu'il y ait moins d'intermédiaires. Dans le domaine du film, par exemple, il y a toutes sortes d'enjeux sur qui fait de l'argent. Évidemment, les producteurs, d'ailleurs. Je glisse au passage que les films québécois qui sont largement financés par les Québécois devraient être accessibles pour l'ensemble des Québécois sur une plateforme. Oui. Ça fait longtemps que je parle de ça. Il y a un comité avec Monique Simard sur l'audiovisuel qui réfléchit à ces questions. C'est ce que je leur ai dit, entre autres. J'ai fait d'autres propositions. Donc, pour chaque dollar investi, est-ce que ça se rend vers les créateurs, vers la production d'œuvres québécoises originales qui vont intéresser les Québécois, qui vont se promener partout en région, pas seulement à Montréal. D'ailleurs, j'en ai un petit peu parfois sur l'expression « grande rentrée montréalaise ». C'est important à Montréal, mais partout, c'est important que ce soit de grandes rentrées, de grands événements. Donc, est-ce qu'on peut mieux utiliser l'argent? J'en suis. Pour le reste, est-ce qu'on met davantage d'argent? Est-ce qu'on a vraiment le 1% qui devrait être en culture? Vous savez qu'en agriculture, eux, ils proposent 2% en agriculture. Donc, c'est une question de choix. On peut juger de ça, mais dans chacun des domaines, ils vont nous dire, mais on met plus d'argent. Moi, ça ne me dit pas grand-chose. Mais quand il y a du concret, puis une initiative comme les premiers dimanches du mois, moi, je connais bien la situation des jardins de métis. Bien sûr. Dans ma circonscription. Oui. Plein de gens qui allaient même en hiver. Et là, ils perdent beaucoup d'argent avec ça, puis ça les décourage un peu parce qu'on travaille sur la relève. C'était beaucoup les enfants qui venaient. Ça leur donne envie de continuer plus tard de visiter des musées et des lieux culturels. Alors, quand on regarde le fiasco de la SAAQ, qui va coûter plus d'1 milliard de dollars pour un système qui, en plus, n'est pas user-friendly, comme on dit, là, ça nous facilite pas la tâche. Moi, je rêve de ce qu'on aurait pu faire en prenant 1 milliard de dollars si on avait investi ne serait-ce que 10% de ces sommes-là dans le milieu culturel. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres d'artistes qui auraient pu justement bénéficier. Bien et sûr. On se serait assuré qu'entre la culture québécoise et le peuple québécois, ça clique.
La comprenez-vous, Pascal? Je la comprends. J'ai même fait une blague du même acabit il y a quelques minutes dans mon caucus. Et pour avoir le sens des proportions, évidemment, 1 milliard, c'est beaucoup d'argent. C'est 3 fois plus d'argent gaspillé que le scandale des commandites. C'est fou, hein? Et Norbeau, c'était 120 millions. Alors, vous voyez qu'on atteint... Ça, c'est historique. Ça peut être certifié historique en termes de pertes nettes. Il y a Northvolt qui se situe assez bien dans le palmarès, mais pas autant. C'est mais pas autant que ça clique. Alors, pas autant, et ça continue. Alors, avant que vous commenciez à faire une imitation de François Legault qui dirait le mot historique, on va devoir se quitter. Je peux vous en faire une. Oui, allez-y, mais vite, là. C'est majeur! Excusez-moi, elle est très bonne. Merci beaucoup, Pascal Bérubé. Je rappelle que vous êtes... Je suis taquin un peu. Je le fais un petit peu, mais je sais que M. Legault l'apprécie beaucoup, votre sens de l'humour. Pascal Bérubé, vous êtes député de Matane-Matapédia pour le Parti québécois. Je rappelle que le Parti québécois demande, lui aussi, évidemment, qu'il y ait une commission d'enquête sur ce qui s'est passé à Saclic. Mais votre motion, qui était toute simple, déposée ce matin, n'a pas été retenue. Merci beaucoup, M. Bérubé. Merci de l'invitation. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. On est en train de parler de la fois où Marc Boilard, est-ce qu'on a le droit de le dire en ondes? Où tu avais un colloque qui travaillait pour le SCRS? Oui, donc la CIA canadienne, le Service canadien des renseignements et de la sécurité. Et il avait pas le droit de te dire ce qu'il faisait dans la vie. Non. Alors, évidemment, c'était pas un James Bond, il faisait pas des assassinats, mais il allait au bureau sur pile. C'est quand même un service public. Mais j'ai aucune idée. Il n'est pas habilité à raconter les dossiers sur lesquels il travaille ni rien. C'est un ami de 30 ans, Sophie. Oui, quand j'étudiais aux États-Unis, à Columbia, il y avait une amie à moi, Pamela, on la salue. Son frère travaillait pour la CIA, puis à un moment donné, sa mère lui a dit « Coudon, on le sait que tu es à la CIA, mais tu nous dis jamais ce que tu fais. » Et le fils avait répondu à la mère « I could tell you, but then I have to kill you. » C'est ça. Là, elle a dit « Ah, ben non, on va laisser faire. Finalement, on préfère pas le savoir. » Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais moi, je me suis dit, tiens, des fois... Mais c'est parce qu'on parle pendant les pauses. Ben, c'est parce que les auditeurs, ils savent qu'à un moment donné, tu fais pas juste t'asseoir puis commencer à parler. On se parle avant les pauses, pendant les pauses. Et des fois, c'est intéressant de savoir ce qui se passe pendant les pauses. Donc, tu nous parlais de cet ami-là. Mais là, tu veux plutôt nous parler d'itinérance. Oui. Pourquoi tu nous parles d'itinérance aujourd'hui, Marc Boilard? Parce que Marie-France Bazot, hier, a écrit un texte sur l'itinérance pour lequel j'ai des choses à dire parce que je vois beaucoup passer plein d'informations. C'est un sujet chaud. Mais qui est dans le milieu du centre-ville? Ben moi. Moi, j'habite dans le quartier des spectacles. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'itinérance, mais qui ne la croisent pas au quotidien, cette itinérance-là. Nous, avant nos bureaux de Cube, je me tourne vers toi, Cybèle, parce qu'on la côtoyait quotidiennement. Okay, oui. Le nombre d'overdoses. C'est quoi le médicament que tu avais? Naloxone. Analoxone? Non, la naloxone. Naloxone. Je me tourne vers André Sylvain parce qu'André Sylvain Latour, notre collègue, c'est lui qui, à un moment donné, il y avait tellement de gens qui faisaient des overdoses dans le quartier. À un moment donné, il s'est dit, il faut qu'on ait de la c'était quoi? Naloxone. Oui, mais parle dans ton micro, André Sylvain. Naloxone. Voilà, c'est toi qui avais dit ça, hein? Parce qu'il y avait beaucoup d'itinérance. Tout ça pour dire qu'il y a plein de gens qui en parlent, mais qui la côtoient pas au quotidien. Voilà. Alors, premier point, c'est que c'est pas à chaque coin de rue. Moi, j'habite dans le coin de Place des Arts et c'est un problème qui est honnêtement extrêmement parcimonieux. Ah oui? Oui, vraiment. Parce que juste un petit peu plus haut, parce que je sais où t'habites, juste un petit peu plus haut de chez toi, il y a beaucoup de sans-abri autochtones. Oui, c'est sur du parc. C'est une problématique particulière, mais des gens qui sont sous-morts de 5 heures le matin jusqu'à 5 heures le lendemain matin. Quand tu descends de Sherbrooke, il n'y a pas ça. Ouais. OK, moi, c'est en bas de Sherbrooke, il n'y a pas ça. Fait que je veux juste commencer par dire, c'est pas un film de zombies, là. C'est pas vrai que pour ceux qui sont rarement à Montréal, que toutes les rues, ça sort des égouts, c'est pas vrai, là. Il y a des coins où c'est ça. Moi, j'ai une expérience qui est très différente dans le coin chez moi. Non, mais commençons quand même par ça. Oui. Deuxième point. Madame Bazot, pour qui j'ai beaucoup d'estime, je lis beaucoup ce qu'elle écrit. J'ai lu son dernier livre sur les médias, etc. Donc, Marie-France Bazot, moi, c'est pas genre je me porte en foi tout ce qu'elle dit. C'est faux, c'est le contraire. Mais elle écrit, il faudra peut-être aussi tenter des solutions choquantes comme envisager la pérennisation de villages de tentes dans les arrondissements. Les moyens d'offrir un toit à tous devront être passés hors du cadre, OK? Donc, elle suggère que les campements, avec des tentes, qu'on rende ça
permanent mettons, pendant l'hiver. Écoute, c'est une idée à travers d'autres. Ce qu'elle veut dire, c'est penser hors du cadre. À ça. Oui. Je veux dire la chose suivante. C'est que ce qu'il y a en arrière d'une proposition comme ça, c'est l'idée qu'on finit par se dire, coudonc, peut-être que dans les villes, faut se faire à l'idée que l'itinérance, c'est un fait. Mm-hmm. C'est pas un truc genre qu'il faudrait régler. OK? D'accord. Voici ce qui va se passer si un jour, on arrive à ce constat-là, puis on fait, coudonc, il va y avoir un centre d'injection ici, il va y avoir un genre de petit camping là-bas, telle affaire. Sophie, admettons que tu cherches une paire de chaussures rouges, puis que tu rentres dans un magasin, puis qu'il n'y a pas de paire de chaussures rouges. Il va arriver 2 affaires. Un, tu vas en parler à la vendeuse ou au vendeur en lui demandant, as-tu des chaussures rouges? Ouais. Et s'il te répond non, mais que plusieurs personnes en demandent, un jour, il va dire au gérant, on devrait en avoir. C'est qu'à un moment donné, il y a des données, il y a de la demande. D'accord. Mais règle générale, quand tu magasines, dis-moi si je me trompe, si tu trouves pas dans un magasin quelque chose, tu fais juste t'en aller. Ouais. OK? Dis-moi si une fois, tu as pris le temps de dire au gérant du magasin, monsieur, je veux juste vous dire, j'aurais voulu avoir une paire de chaussures rouges, mais vous en avez pas. Je m'en vais. Je veux juste vous le dire. T'as-tu déjà dit ça? Non. Non, tu pars. Alors, quand quelqu'un décide qu'il veut rester au centre-ville ou à une place où il y a de l'itinérance, où il y aurait tout à coup des campements, puis qu'il dit, chérie, on va aller magasiner, ce sera le fun peut-être de déménager au centre-ville, et que tu prends le métro, qu'il y a un gars qui est en train de s'injecter, tu sors, il y en a un autre qui c'est terminé. Mais ça, personne va faire une lettre dans la presse. Ouais. Personne va écrire pour dire, moi, je veux répondre à Mme Bazot, j'ai eu une expérience désagréable, c'est la dernière fois que je prends le métro. Mm-hmm. La semaine passée, M. Caldwell, qui est le président du conseil d'administration de la STM, a dit, on est à un point de rupture. Ah oui, à ce point-là. Et ce matin, dans le Montreal Blog, il y avait un article qui disait, c'est un mémo de la STM qui a passé en disant, c'est les chiffres les pires depuis que ça existe. Ça n'a jamais été pire. En termes d'itinérance, de problèmes de santé mentale, le nombre de plaintes, le nombre d'agressions qu'il y a eu, telle affaire. Et la fille de Richard s'est fait frapper. Elle est dans le métro l'année dernière. Bon, mais moi, mon point, c'est de dire, j'ai commencé en me disant, je trouve que dans mon coin, ça va bien. Ouais. Mon point, c'est de dire que il s'agit que tu vives ça une fois pour que ça te tente plus d'être un usager. Ça te tente plus, c'est terminé. Alors, moi, je veux juste souligner que ce type d'attitude-là de faire, je pense qu'on devrait peut-être finir par se faire à l'idée. Non, faut pas se faire à l'idée. Et mon autre point, c'est qu'en politique, il y a toujours des slogans. Mon corps, mon choix, l'itinérance, c'est une bénédiction. Pas dans ma cour. Bon, il y a de tout. Maître chez nous. Bon, il y a de tout. Et à chaque fois, pour un slogan, tu seras d'accord avec moi, il y a des pour et il y a des contre. Mm-hmm. Il y a un slogan en politique, un seul, que tout le monde dit, mais pour des raisons différentes, c'est « sortez-les de la rue ». Sortez-les de la rue, il y a ceux qui disent pour des raisons humanitaires, ça n'a pas de sens de manger d'un vidange, ils ont raison. Et ils sortez-les de la rue, je veux pas y voir. Eux autres, c'est les méchants dans l'histoire. Mais les deux, ils disent la même chose. T'as rendu compte que politiquement, t'as aucun problème à donner de l'argent pour régler ce problème-là. Personne va venir dire, ah non, on n'est pas content. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas, je te donne une proposition à travers 1000. Pourquoi, quand les artistes, par exemple, la culture, disent, on voudrait avoir 200 millions, on veut 200 millions, puis qu'on paye fort sur le crayon, puis on veut 200 millions. Pourquoi ce ne serait pas la réponse? Savez-vous quoi? On vous en donne 150, puis il y en a 50 qui s'en vont à l'itinérance. Est-ce que politiquement, les artistes vont dire, on nous enlève 50 millions, c'est épouvantable, on en voulait 200, puis ça va s'en aller pour que les gens arrêtent de coucher dans la rue. Politiquement, il n'y a même pas de prix à payer. Ça fait que vous avez juste à prendre une pièce pour l'itinérance, puis l'enlever n'importe où ailleurs, puis tout le monde va faire, ben oui, c'est toujours vrai ou faux. Marc Vollard s'en va en politique et il vient de nous exposer son programme. Écoute, je pense que c'est une question extrêmement complexe. Je balance ça, là. Non. Je suis loin d'être en train de dire c'est facile à régler, mais quand même, il y a des choses que je te raconte que j'ai pas entendues ailleurs. Ouais. Le métro. Ouais. OK? Le métro. Actuellement, là, c'est les plaintes, les problèmes, je vais même pas les dire, tout le monde est au courant. Les solutions, on rajoute la police, ça se bat, on n'a pas les moyens, telle affaire. T'as-tu vu comment c'est facile rentrer dans le métro en passant par-dessus le tourniquet? T'as-tu constaté ça? Je dois avouer quelque chose, Marc, c'est que depuis quelques années, à cause, entre autres, du petit monsieur qui m'a menacé de m'envoyer dans le coma pendant plusieurs années, je ne prends pas le métro. Parfait, je te comprends très bien. C'est pas par snobisme, mais c'est pour ma sécurité. Donc, je peux pas te dire comment ça se passe dans le métro mais tu sais les tourniquets. Oui, mais je sais c'est quoi un tourniquet, oui. Tu sais à quel point c'est facile. Écoute, le métro McGill, là, on dirait que c'est une invitation c'est une passoire?
Quand même, là, tu le tires vers toi, tu passes par-dessus, C'est ça tout, prend là. 2 secondes. Moi, le nombre de gens que je vois passer quand il y a trop de gens, quand la file est longue, voilà. D'après toi, qui passe par-dessus? Est-ce que c'est A, la fille de 32 ans qui travaille au centre-ville, qui prend le métro, que ça passe au puce? B, la petite madame de 75 qui a son cabas puis qui va faire son marché? Ou C, un jeune ou un itinérant ou un qui passe? C'est qui? C'est 3. Ouais, voilà. Alors, si, en partant, on avait des portes coulissantes dans les principales stations de métro, probablement, selon ma petite estimation de gars qui le prend, le métro, là, depuis 25 ans, c'est 50% des problèmes qui sont réglés. Alors là, tu vas dire, ouais, mais c'est terrible il y a des itinérants aussi qui vont là. Le métro est fermé la nuit. Ouais, oui. C'est même pas un refuge, alors qu'il y a des gens qui pensent que ça peut au moins servir à ça. Donc, c'est 2 problèmes qui en créent un 3e. Oui, puis il y a toute la question, écoute, de la santé mentale, il y a la question des drogues, il y a la question des opioïdes. Le REM a des portes coulissantes. Ah. Est-ce que quelqu'un s'est plaint de ça? Non, c'est vrai. Partout, c'est des portes coulissantes. Oui, si t'as mais pas c'est parce payé, qu'après, tu restes pogné dans le REM. Non, mais il fonctionne pas. Puis, c'est juste à Paris. Oui. Hey, mais on se quitte là-dessus. Merci beaucoup. Ben oui, à Paris, plein de gens qui passent par-dessus. Je fais juste balancer ça. Il y a d'autres idées. Non, mais on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Très intéressant, Marc Boilard. Merci, Cybèle. Merci, André Sylvain. Merci, Jean-Philippe. Merci surtout à vous. Et on se retrouve Cube.